Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur la thématique de l'e-commerce. Je pense que vous nous entendez déjà, donc on va commencer. Je me présente pour ceux qui ne m'ont pas vu le reste de la semaine. Je m'appelle Victoria Canilla et je travaille au service 1819. C'est le service régional pour l'information et l'orientation de tous les entrepreneurs bruxellois. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions et vous guider, vous orienter vers tous les réseaux de partenaires pour soutenir les entrepreneurs bruxellois. Nous avons organisé cette semaine de l'e-commerce avec le département international de Brussels. Donc, ma collègue Katia Giovannetti va se présenter elle-même. Je lui laisse la parole déjà. Bonjour tout le monde. Pour qui ne me connaissent pas, je m'appelle Katia et je travaille à la BU Export où je suis manager pour les entreprises qui n'ont pas été à l'extérieur, qui étaient à l'extérieur de la Belgique. Et on a avec les 18-19 pour faire ces séminaires sur l'e-commerce, parce que l'e-commerce a un nom pas seulement pour rester en Belgique, mais aussi pour aller à l'international. Donc, de nouveau parmi nous, Damien Jacob, et, qui est expert dans l'e-commerce, aussi cabinet de conseil RETI, et on sera bien parler de l'e-commerce à l'international. En même temps, je profite de vous inviter conférence sur les thématiques plus internationales et comment exporter dans ces pays, et avec BU Sport on organise donc on vous la suite. Donc, Katia, ta connexion est très mauvaise, donc je vais juste répéter un peu ce que tu as dit pour ceux qui n'ont pas très bien entendu. Donc, en effet, le département international va développer dans les prochaines semaines des webinaires pour soutenir les entrepreneurs à se développer à l'international. Donc, plus d'informations vous seront envoyées par mail. Le 18-19 va aussi également développer d'autres webinaires. Donc, regardez nos sites internet parce que là, vous allez trouver toute l'information. Et voilà, on va pas perdre plus de temps avec des présentations. On va donner la parole à notre orateur Damien Jacob, qui va se présenter lui-même et à qui on remercie chaleureusement pour son intervention. Bon webinaire à tous et toutes. Bonjour à tous et toutes. C'est moi qui suis heureux d'être parmi vous. Je remercie aussi le 18-19 et Hub Bruxelles de me proposer de contribuer à cette série de webinaires sur l'e-commerce. Alors, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est un peu de parler de l'e-commerce à l'international. Alors, on va parler des défis, mais on va peut-être aussi avant tout souligner que c'est surtout des belles opportunités de se développer à l'international grâce à l'e-commerce. C'est la raison pour laquelle on aborde ce webinaire par cette thématique. Il y a énormément de possibilités qui peuvent apparaître de développement à l'international grâce à l'e-commerce. On peut vraiment bien les saisir facilement avec l'e-commerce, mais on va voir qu'il y a quelques défis à relever pour partir du bon pied à l'international grâce à l'e-commerce. Voilà. Alors, vous avez ici au-dessus un lien vers la présentation complète des slides et même un petit article qui vous parlera en détail des défis de l'international. Donc, n'hésitez pas à prendre une photo de ce lien-là, mais il reviendra à la fin aussi. Je vais rapidement me présenter. Donc, oui, je suis Damien Jacob. J'ai une double activité, une activité principale, j'ai fondé un cabinet conseil en e-commerce et e-marketing et
C'est un cabinet maintenant qui comporte une équipe de 4 personnes. C'est un cabinet conseil, donc c'est pas une agence web. On ne développe pas de façon informatique des sites, mais on accompagne des entreprises et des indépendants à vendre en ligne. Donc sur tous les aspects, que ce soit le marketing, que ce soit les aspects juridiques, les aspects de choix de solutions à l'e-commerce, comment convertir les visiteurs en clients, comment choisir le mode de paiement, comment choisir la livraison, enfin tous les aspects pragmatiques de la vente en ligne. Ça, c'est les 2 tiers de mon activité. Puis 1 tiers de mon activité, ben, je suis professeur dans différents établissements d'enseignement en Belgique, en France et au Grand-Duché, par exemple à Bruxelles, à l'EFEC ou à l'EPFC ou à l'Université de Strasbourg, qui a justement me confie un cours sur l'e-commerce à l'international. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder ensemble? Ben, pourquoi c'est intéressant de se poser la question de l'e-commerce à l'international? Vers quel pays on devrait vendre en ligne? Et puis, on verra les 3 principaux défis. Un défi au niveau de la communication, un défi au niveau de l'organisation et puis un défi au niveau de la réglementation. Alors, pourquoi s'intéresser à l'e-commerce à l'international? Mais en fait, pour pas mal de sociétés qui vendent en ligne, la question ne se pose presque pas parce que pour atteindre une masse critique de clients, ben, très vite, il faut se développer à l'international. Il est très rare que le marché belge suffise à un développement de son entreprise sur le moyen terme. Très vite, pour atteindre un certain chiffre d'affaires, on va vite s'intéresser à l'international. C'est aussi, on va s'y intéresser à l'international parce que l'e-commerce finalement est une manière très facile et très peu coûteuse de vendre à l'étranger sans devoir déployer un réseau de distributeurs physiques. Auparavant, quand on voulait se développer l'international, ben, il fallait énormément investir en immobilier pour avoir des entrepôts et des lieux de vente. On était obligé de passer par des systèmes de franchise pour faciliter son développement international. Mais en e-commerce, ben, ces soucis, ces nécessités de gros montants d'investissement on peut échapper à ces difficultés-là. Et bon, peut-être certains d'entre vous, même en ayant juste débuté dans l'e-commerce, vous avez eu cette agréable surprise de voir que vous lancez votre site et ben, il n'y a pas que des Belges qui achètent et très vite vous allez avoir des clients étrangers et très vite vous allez vous dire, ben, si j'ai quelques clients français, hollandais ou autres qui viennent sur mon site, pourquoi je ne ferai pas une démarche plus active pour encore les attirer et ainsi développer mon business? Alors, vers quel marché on peut conquérir? Alors, il y a plusieurs manières de se poser la question et de trouver une réponse, hein. Si on cherche du volume, mais en Europe, il y a 3 grandes nations qui, à elles seules, ces 3 nations-là, rassemblent 60% de l'e-commerce en Europe. Ben, ces 3 grandes nations, c'est par ordre décroissant d'importance, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Allemagne et c'est la France. À eux 3, c'est 60% de l'e-commerce en Europe. Donc, si on est en mesure de servir correctement ces 3 pays-là, ben on a l'essentiel de la valeur de l'e-commerce en Europe qu'on peut capter. Alors, vous remarquez aussi la grosse part du Royaume-Uni, parce que ben, de façon historique, ben, aussi avec la proximité culturelle et sociale des États-Unis historique, ben, l'e-commerce s'est très vite développé au Royaume-Uni. L'usage d'une même langue aussi a facilité ce développement-là. Et le Royaume-Uni, à lui tout seul, vous voyez, il y a 2 fois plus de volume d'achat au Royaume-Uni qu'en Allemagne. Donc, ces 3 principaux marchés sont évidemment intéressants à capter. Mais on peut aussi se dire, on va capter les pays où le consommateur est le plus enclin à acheter en ligne. Alors, la Belgique, vous voyez, se trouve au milieu du gué, avec à peu près la moitié des pays qui font un plus grand usage des achats en ligne et une autre partie qui en fait un moins grand usage. On voit clairement, évidemment, une ligne nord-sud au sein de l'Europe. Et vous allez trouver les pays scandinaves, le Royaume-Uni, évidemment, les Pays-Bas, l'Allemagne, même la France, qui sont
des pays où il y a un plus grand nombre d'acheteurs en ligne. Donc, c'est évidemment des pays intéressants à cibler puisque on sait qu'en étant présent vers ces pays-là, il y aura un plus grand nombre de clients que si on compare cela par rapport à l'Italie. Mais on peut aussi voir ça autrement et on peut se dire, ah, l'Italie, c'est un marché émergent en matière d'e-commerce et on peut au contraire profiter de l'opportunité pour se développer vers ce genre de pays. Alors, on peut aussi se poser la question, quels sont les pays où les consommateurs sont assez enclins à acheter dans une boutique en ligne qui n'est pas nationale? Parce que certains pays, bon, il y a un petit réflexe d'achat national qui apparaît même en ligne. Bon, c'est moins fort en ligne évidemment qu'en magasin physique, hein, mais vous voyez ici sur ce tableau-là que certains pays achètent très facilement à l'étranger par le web, parce qu'il n'y a pas de frein culturel, mais aussi parce que souvent l'offre locale n'est pas complète et ils vont très facilement, les consommateurs dans ces pays-là, acheter à l'étranger. On trouve en général aussi beaucoup de petits pays dans cette situation-là. Donc, le Portugal est un exemple intéressant de pays où on peut facilement se positionner. On n'a pas du tout de crainte qu'un Portugais va se dire, ah, c'est une société, c'est un e-commerçant étranger, oh, je ne vais pas acheter là, je vais plutôt aller voir s'il n'y a pas une offre intéressante localement. Alors, une enquête de l'association d'e-commerçants SafeShop en Belgique a relevé qu'en fait, l'essentiel des e-commerçants belges se positionnent sur les marchés frontaliers. Et vous voyez l'importance de la France, mais des Pays-Bas aussi, hein, pour des raisons linguistiques notamment, qui sont deux marchés essentiellement recherchés par les e-commerçants belges pour se développer à l'international. Alors maintenant, on va un peu, on a abordé les opportunités, on va un peu aborder les menaces, je ne dirais pas les menaces, plutôt les défis à relever. Et on va voir trois types de défis, hein, les défis liés un peu à la culture, les défis liés aux services qu'on va devoir proposer et les défis réglementaires. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur les particularités culturelles, mais je ne vais rien vous apprendre évidemment en vous disant que l'Europe n'est pas du tout une unité culturelle. On peut même déjà avoir des réserves aux États-Unis parce qu'il y a quand même des grandes différences selon les États, mais globalement, il y a un ciment culturel aux États-Unis que l'on ne trouve pas du tout dans ce qu'on pourrait appeler les États-Unis d'Europe. Hein. Alors, il y a évidemment des particularités culturelles, linguistiques, des traditions commerciales selon les pays qu'il faut tenir compte quand on va lancer son offre. Alors, en petit clin d'œil, voici une capture d'écran d'un site qui vend des t-shirts de fans de football. Ici, vous voyez la version du site qui se connecte. Je pense qu'il y a une petite coupure de son. Voilà, je pense que c'est réglé. Là, c'est la même capture, enfin une autre capture d'écran quand on se connecte en tant que Belge sur ce site-là. Donc, je reviens juste en arrière. Vous voyez, évidemment, on s'adresse à des fans de foot, on s'adapte pour que, en fonction du public, on trouve les couleurs fétiches. C'est un peu logique, c'est un petit peu en clin d'œil, mais c'est juste pour que nous pensions toujours bien à adapter notre discours au ressenti des consommateurs dans chacun des pays. Alors, ça peut se traduire même dans une même langue par des mots différents, mais ici, couteau du chef, quand il écrit son article « Comment préparer une endive », c'est clair, c'est un article fait pour les Français. Pour un Belge, on va peut-être dire comment préparer un chicon. Et il y a toute une série d'éléments comme ça auxquels il faut bien tenir compte, même dans une seule langue. Mais alors, évidemment, si on doit traduire son site, à bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème de compréhension. Alors, les habitudes culturelles, elles se déclinent aussi sur les manières dont les internautes vont s'informer, rechercher des informations. Et vous voyez ici sur ce tableau, quand même, de manière assez intéressante, la diversité
d'usage des différents canaux d'information selon les pays. Vous voyez, si on prend par exemple la deuxième ligne, hein, les sites de comparaison de prix, ben, selon les pays, on va avoir un pourcentage plus ou moins fort ou plus ou moins faible de consommateurs qui vont faire des comparaisons de prix sur des sites. Hein. S'informer sur des blogs, ben, on va trouver des pourcentages très différents. L'utilisation des réseaux sociaux aussi, c'est très varié selon les pays. Donc, il faut en tenir compte, notamment dans ses actions de marketing en ligne. On ne va pas avoir la même réactivité selon les pays. Un petit focus ici sur la prise en compte des commentaires en ligne. Vous voyez, de façon peut-être un peu surprenante, en Italie, en Espagne, on va vraiment bien s'informer en consultant les avis des autres consommateurs, comportements qu'on va moins trouver dans les pays scandinaves et même en Belgique par rapport à certains pays latins. Mais vous voyez que l'Allemagne se classe dans les pays où le réflexe du consommateur allemand est de jeter un coup d'œil sur les avis des autres. Donc, il faut tenir compte de cela aussi, parce que, bon, si on veut, par exemple, développer ses ventes en Italie, en Espagne, on a peut-être tout intérêt à bien soigner et inciter les clients actuels à déposer un avis pour inciter d'autres à venir acheter nos produits. Alors là, c'est un petit slide de texte pour que quand vous reconsultez la version papier, vous pourrez, enfin la version électronique, vous pourrez lire attentivement. Donc tenez bien compte des différences selon les pays au niveau du marketing. Et vous avez tout intérêt aussi à avoir dans votre entourage ou faire appel à un natif, quelqu'un qui connaît le pays et qui pourra peut-être adapter vos messages commerciaux en fonction des pays que vous ciblez. Alors, les défis organisationnels, deuxième grand point. Et là, on va parler de deux sous-aspects, les paiements et la logistique. Pardon. Alors, les paiements, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, il faut éviter de proposer des paiements dits internationaux et se contenter de ne faire que cela. Donc, on pourrait croire que la solution idéale pour vendre à l'international, c'est de proposer PayPal et ou les cartes de crédit, parce que ce sont des moyens qui fonctionnent dans beaucoup de pays dans le monde. Oui, sauf que traditionnellement, dans chaque pays quasiment, le consommateur a pris l'habitude d'utiliser un moyen de paiement qui est plus national ou qui est plus local. Et donc, en ne proposant que PayPal, ben, vous allez avoir finalement, dans certains pays, même pas 10% des consommateurs qui vont être intéressés à payer par ce moyen de paiement. Et dans d'autres pays, ben, la carte de crédit n'est même pas le moyen de paiement dominant. Donc, ce n'est pas une bonne solution que de proposer que PayPal, et ce n'est pas une bonne solution non plus de proposer que les cartes de crédit. Donc, les deux, c'est déjà mieux, mais en plus, nous allons voir, il y a vraiment des moyens de paiement nationaux à prendre en considération. Et il y en a beaucoup. Je vais faire un petit focus sur quelques pays parmi ceux vers lesquels on a plus tendance à s'orienter quand on est en Belgique. Hein. La France, la France, là, il y a un logo que tout Français connaît, c'est le logo carte bancaire ou carte bleue, donc qui est un consortium de banques qui a développé ce protocole-là et qui est lié à Visa. Sauf que toutes les CB ne sont pas des cartes Visa et que si on met le logo Visa, le Français ne va pas forcément comprendre que sa carte bancaire va fonctionner avec le système. Et dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Donc, on a tout intérêt à veiller à travailler avec un prestataire de paiement qui garantit que les cartes bleues pourront être acceptées sur notre site d'e-commerce. Et on verra bien, évidemment, quand on aura vérifié, de mettre le logo carte bleue sur notre site pour inciter les Français à acheter en ligne. PayPal, c'est de l'ordre de 10%
des paiements en ligne en France. Alors, ce qui était vrai il y a quelques années l'est heureusement un peu moins. Il y a de moins en moins de Français qui veulent absolument payer par chèque en ligne. Donc, c'est heureusement un système qui est en net déclin d'usage au niveau du web, et c'est une facilité, c'est quand même une épine en moins pour l'e-commerçant belge qui a en général très difficile à pouvoir encaisser à peu de frais un chèque émis en France. La meilleure solution, si vous souhaitez vraiment accepter des chèques, c'est à peu près 1 à 2% de la population qui tient à cela pour l'instant, c'est d'ouvrir un compte bancaire en France, hein, ce qui est tout à fait légalement possible. Et c'est la meilleure manière pour vous, en tant que vendeur belge, d'encaisser à moindre frais des chèques français. Le marché allemand n'est pas plus simple. Je vais même dire qu'il est un peu plus compliqué parce que le moyen de paiement numéro 1 en ligne, c'est le prélèvement SEPA. C'est ce qu'en Belgique, nous on appelle la domiciliation bancaire. Alors en Belgique, l'image de la domiciliation bancaire est tout à fait différente de celle qui existe en Allemagne, puisque en Belgique, le consommateur il a tendance à se méfier de ce moyen de paiement, parce qu'il se rappelait de la possibilité, par exemple, à sa compagnie d'électricité ou de téléphone de se servir son compte même en faisant des erreurs de facturation et de déduire plus que ce qui est dû. Et ben, en fait, ce qui a fortement changé, c'est le prélèvement, la norme SEPA depuis 2014. Et la norme SEPA, elle permet aux consommateurs, au contraire, de se rétracter de façon rétroactive et donc de récupérer un prélèvement qui aurait été fait par un vendeur. De sorte qu'en Allemagne, au contraire, ce moyen de paiement est très souhaité par l'acheteur parce qu'il se dit, je suis prêt à signer hein, que le vendeur en ligne se serve sur mon compte. Par contre, je sais très bien que si je ne suis pas servi à temps, si la livraison traîne ou si je ne suis pas content, ben, je n'aurai même pas besoin de me plaindre chez le vendeur. J'irai directement dans mon interface de web banking et j'annulerai le prélèvement qui a été fait par le vendeur et je récupère instantanément l'argent qui a été prélevé. Donc finalement, le rapport de force, il est un peu inversé, c'est l'acheteur qui est en position de force par rapport au vendeur. Et il faut en tenir compte quand on est vendeur, quand on accepte le prélèvement SEPA, parce que, bon, en général, il y a très peu de fraude sur le marché allemand ou le marché suisse et le marché autrichien, où ces outils-là sont très développés, mais on a une forte pression en tant que vendeur à bien servir le client, sinon on va devoir gérer nous-mêmes un contentieux pour récupérer l'argent qui serait dû. Aux Pays-Bas, alors les cartes de crédit, elles sont tout à fait minoritaires en usage sur le web parce que presque depuis le début du web, en tout cas depuis le début de l'e-commerce, donc ça fait 20 ans, aux Pays-Bas, les banques se sont entendues pour créer un protocole qui s'appelle iDeal. Et ce protocole-là, en fait, permet de créer des cartes, des numéros virtuels que l'internaute va introduire sur le web au lieu d'introduire le vrai numéro de carte de crédit ou le vrai numéro de carte de débit. Donc ce moyen-là est hyper répandu aux Pays-Bas. Il y a plus des 2/3 des Néerlandais qui utilisent ce moyen de paiement en ligne. Donc en tant que vendeur, si vous voulez vendre aux Pays-Bas, ben, vous avez vraiment intérêt à proposer ce moyen de paiement. Sinon, vous allez vraiment avoir qu'une petite minorité de clients intéressés. Et à moins que vous soyez en monopole ou qu'il y a très peu de concurrents, ben, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de clients par rapport à vos concurrents. Ouais, je reviens juste là, PayPal est aux Pays-Bas très minoritaire comme moyen de paiement. Et on peut, le temps est limité, mais on pourrait généraliser ça à l'ensemble des pays européens. Quasiment chaque pays européen a un moyen de paiement tout à fait spécifique qui domine ou qui est assez important au niveau de l'usage de l'e-commerce dans le pays. Il n'y a peut-être que le Royaume-Uni où les moyens assez traditionnels, assez courants comme Maestro au niveau carte de débit sont utilisés. Et en Espagne aussi, les moyens de paiement internationaux sont très développés. Mais on prend le cas du Danemark, de la Suède, de l'Italie. Là, il y a vraiment des moyens purement nationaux. Alors ici, ce petit slide-ci vous indique les principaux moyens de paiement que vous devriez proposer si vous ciblez ces différents pays. Hein.
Donc, j'ai mis par parenthèse la Belgique, où là, on a tout intérêt, évidemment, à proposer le système bord contact en ligne pour augmenter le nombre de clients. En Belgique, on est à peu près autant, il y a autant de Belges qui utilisent prioritairement les cartes de crédit que de ceux qui utilisent les cartes de débit comme bord contact en Belgique. Donc, en Belgique, pour vendre, on a intérêt à proposer au moins ces deux moyens de paiement. Alors, les défis logistiques. Défi logistique, c'est l'enjeu de pouvoir livrer les produits le plus rapidement possible aux consommateurs qui se trouvent parfois à l'autre bout de l'Europe. Alors, il y a grosso modo trois grandes stratégies. Une grande stratégie qui consiste à se dire, je maintiens un seul lieu de stockage. C'est parfait, évidemment, en termes de limitation de l'argent immobilisé par le stock. Hein. On réduit les coûts de trésorerie dans ces cas-là. On optimalise ces stocks. Par contre, évidemment, quand on va devoir expédier un produit à l'autre bout de l'Europe, ben, on va avoir des délais qui vont parfois dépasser 7 jours, enfin 5 jours ouvrables. Et parfois dans certaines parties de semaines. Donc, inconvénient pour certains produits où le consommateur a pris l'habitude d'être servi rapidement. Et s'il compare par rapport à une offre nationale où on va lui livrer à J+2, ben, il va hésiter à acheter sur une boutique en ligne belge qui lui proposerait un J+5 ou J+7. Hein. Autre possibilité, c'est évidemment d'avoir un stock déporté dans un autre pays, dans un pays que l'on a, sur lequel on cible son développement. Et on va donc mettre une partie de son stock, par exemple, à Montpellier, hein, si on veut desservir avec une bonne rapidité le sud de la France et l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Donc, intéressant parce qu'on va pouvoir proposer des délais plus courts. Les tarifs seront plus courts puisqu'on fera une expédition, si je prends Montpellier, ben, au niveau français, ça sera une expédition nationale. Donc, pas mal d'avantages, mais l'inconvénient, évidemment, on va devoir gérer différents lieux de stockage. Une autre manière aussi, c'est de faire de l'injection directe, c'est-à-dire d'amener, par exemple, si on veut gagner du temps dans l'expédition de produits en France, on va directement amener au centre de tri de Lille, à un endroit qui s'appelle Carvin, avec une camionnette, ces colis, pour qu'ils soient directement injectés sur le réseau, par exemple, de la Poste française. Et en général, on gagne au moins un jour, si pas 2 jours ouvrables de desserte. Puis il y a une troisième stratégie que l'on ne va pas détailler ensemble, parce que ça mériterait un webinaire en tant que tel, c'est le dropshipping. Solution de dire, on va demander aux fabricants d'envoyer directement le produit au consommateur. Alors, ça peut être sur le papier très sympathique, puisque en tant que vendeur, on va se dédouaner, on échappera au défi de la logistique, mais on n'échappe pas du tout au défi de la responsabilité, puisqu'on reste responsable de la livraison. Donc, si ça se passe mal, ben, évidemment, c'est nous qui allons devoir rembourser ou réenvoyer le produit à nos frais, même si c'est quelqu'un d'autre, le fabricant en l'occurrence, qui aurait envoyé le produit ou un importateur. Donc, il y a aussi pas mal de difficultés derrière le modèle de dropshipping. Souvent, on parle des avantages et on oublie qu'il y a des désavantages très, très significatifs. Et au niveau stratégie, bien évidemment, le fabricant, au cours du temps, il récolte des données sur nos clients. Il peut lui-même, un jour ou l'autre, nous court-circuiter et vendre en direct en ayant bien compris que, par exemple, sur tel marché, le marché espagnol, telle gamme de produits fonctionne très bien. Alors, on peut tout sous-traiter. Et parmi les sous-traitants bien connus, ben, on peut sous-traiter à Amazon, qui propose, outre son activité de marketplace, une activité qu'on appelle le fulfillment. Hein, donc, il s'occupe chez Amazon de toute la préparation des commandes, l'emballage, l'expédition et la gestion des retours. Donc, Amazon peut tout faire, sauf il y a la phase à l'amont qui est d'approvisionner ces centres de distribution. Donc, on doit amener, évidemment, avec une camionnette ou un camion, ces produits dans le centre de distribution.
Donc, c'est ce service de fulfillment qui est proposé dans 4 grandes zones géographiques en Europe et qui couvre l'essentiel des pays européens à partir de ces 4 zones-là. Donc, on peut être présent au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie, avec via je vais dire, un genre de sous-traitant, là, dans ce cas-là, qui est Amazon. Vous pouvez faire une simulation en ligne, il y a possibilité de consulter les tarifs proposés par Amazon, parce que Amazon va évidemment facturer ce service-là en fonction de la taille, en fonction du poids, comme vous le voyez, en fonction de la destination, et il va aussi facturer les frais de stockage. Et petite parenthèse, il faut être attentif que les frais de stockage peuvent exploser si les produits ne sont pas vendus rapidement. Donc Amazon privilégie un grand turnover dans les stocks. Et donc si vous avez des produits qui restent plusieurs mois en stock sans être vendus, eh ben, il y a une genre de surtaxe, de surprime qui est perçue par Amazon dans ces cas-là. Donc c'est une surprime qui est assez conséquente puisque on peut augmenter jusqu'à 20 fois le prix des frais de stockage dans certaines circonstances. Et ce qui a fait un peu la polémique, ça incite malheureusement certains vendeurs à préférer détruire les produits, à demander à Amazon de détruire les produits que de continuer à stocker des produits qui ne seraient pas liquidés. Donc, tenez compte de cela, une offre parmi d'autres. Il y a évidemment toute une série d'autres prestataires qui proposent cela et avec des services qui sont tout à fait équivalents en termes de fiabilité. Il faut évidemment tenir compte que ces acteurs-là ne sont pas infaillibles, peuvent se retrouver aussi avec des difficultés, et c'est particulièrement vrai pour l'instant en période de confinement. Comme vous le savez, les entrepôts d'Amazon en France ont été fermés par décision judiciaire et les e-commerçants belges qui avaient confié leur stock dans ces entrepôts-là, pour l'instant, leur stock est bloqué, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent même pas le récupérer. Donc, c'est évidemment, ça montre que même en confiant à un logisticien qui a une certaine réputation, on n'est pas à l'abri de devoir aussi être à ne pas être en mesure de servir correctement nos clients. Alors, quel mode de livraison proposer? Là aussi, il y a des habitudes culturelles qui changent. Il faut tenir compte de cela. Aux Pays-Bas, par exemple, on apprécie encore plus qu'en Belgique la livraison à domicile. Donc, si vous voulez vendre aux Pays-Bas, il faut vraiment prévoir au moins un système de livraison à domicile. Si on propose que des points d'enlèvement, le néerlandais ne sera pas satisfait. Inversement, en France, on va beaucoup plus apprécier le retrait en point relais. Et donc, on a tout intérêt, si on veut vendre en France, à proposer au moins un système qui soit style qui allait à UPS ou Mondial Relais pour permettre aux Français de récupérer son colis. Donc, cette petite diapositive indique vraiment une très grande variété d'habitudes culturelles en fonction des pays. En Allemagne, les consignes sont très développées, donc les genres de consignes de gare, ces systèmes où on reçoit par SMS un code pour ouvrir une boîte automatique pour retirer son colis. En Italie, on aime bien aussi le paiement contre livraison ou la livraison sur le lieu de travail. Voilà, toutes des habitudes auxquelles il faut tenir compte en fonction des pays vers lesquels on se destine. Voilà, alors le défi réglementaire, là on va y consacrer un peu plus de temps parce que c'est des informations qu'il faut intégrer, qui ne sont pas toujours bien amusantes comme on s'en doute, mais dont on n'a pas trop le choix dès qu'on se développe à l'international. C'est valable évidemment offline, mais on n'échappe pas non plus en ligne. Alors, la problématique des devises, on la perçoit tous, mais on va un peu voir la problématique de la TVA qui est en plus tout à fait spécifique, qui s'applique de façon tout à fait spécifique à l'e-commerce. Alors, voyons le côté quand même positif. Il y a eu beaucoup d'améliorations.
un petit clin d'œil à un film que certains d'entre vous avaient dû voir, hein, les douaniers qui avaient un pouvoir considérable avant l'effacement des frontières au sein de l'Europe, n'avaient plus, ont perdu un peu de leur pouvoir, ils ont disparu, encore que pour l'instant, ces jours-ci, ce n'est pas les douaniers, mais c'est en tout cas, les frontières sont d'une certaine manière fermées aux personnes, mais pas fermées aux marchandises. Il y a quand même de sérieux progrès qui ont été accomplis par le processus d'intégration européen. Deux grands progrès qui nous concernent en matière d'e-commerce, c'est l'harmonisation de la réglementation de protection du consommateur quand il y a une vente en ligne. Alors ça, c'était l'objet du webinaire de mardi dernier que j'ai eu le plaisir d'animer, que vous pouvez reconsulter si vous le souhaitez. Il y a un grand avantage, c'est que ces règles sont uniformisées au niveau de l'Europe. Donc, si on est en ordre au niveau des mentions légales pour notre site en Belgique, si on a bien respecté le droit de rétractation pour la Belgique, eh bien, on n'a rien à faire de spécifique pour être en conformité avec les autres pays européens, puisque ça a été complètement harmonisé au niveau européen en ce qui concerne les règles de protection du consommateur. Donc, un grand avantage, on n'a pas besoin de se préoccuper de modifier son site par rapport à cette réglementation-là si on vend à l'étranger. Deuxième grand progrès, ça a été très médiatisé, c'est le fameux GDPR en anglais ou RGPD en français, cette réglementation uniforme sur la protection des données personnelles. Donc, si vous êtes en ordre en Belgique, vous serez d'office en ordre dans les autres pays européens. Et donc, toute cette problématique de veiller à être en conformité dans tous les États membres, sur ces deux aspects-là, plus besoin de s'en préoccuper. Alors, qu'est-ce qui reste? Mais malheureusement, il en reste encore des réglementations qui sont pas harmonisées. Il y a des règlements, il y a même pas que des réglementations, il y a aussi parfois des aspects contractuels où vos fournisseurs ont décidé de segmenter le marché européen en plusieurs zones, ou ont donné une exclusivité nationale à une société pour vendre les produits sur ce territoire-là. Donc, vous allez devoir tenir compte, évidemment, de ce que vous avez déjà signé comme contrat avec des importateurs, avec des fournisseurs. Donc, vous ne pourrez pas peut-être faire exactement ce que vous voulez. Et puis, il y a des réglementations purement sectorielles qui sont différentes selon les pays. Alors, il y a des domaines où on les voit bien, ces réglementations sectorielles, c'est notamment dans le domaine des professions libérales. L'accès à certaines professions libérales varie selon les pays. Dans le domaine de la parapharmacie, l'homologation des produits est différente selon les pays. Les règles d'étiquetage, il y a des règles harmonisées, mais il y a aussi malheureusement des règles encore qui ne sont pas harmonisées. Un autre exemple, la date des soldes. En ligne, vous pouvez faire des soldes, mais c'est les mêmes règles que dans le commerce traditionnel, mais les dates des soldes ne sont pas les mêmes selon les pays, comme vous le savez. Il y a des taxes nationales tout à fait spécifiques. Alors, les taxes auxquelles il faut particulièrement faire attention, c'est les taxes, les écotaxes, les emballages, les consignes. Dans certains pays, comme en Allemagne, il y a un système assez draconien de consignes. En Belgique, il n'y a pas de système de consignes, mais il y a des écotaxes qui s'appliquent pour certains produits. Et puis, c'est le dernier point qu'on va un peu plus développer, il y a toute la problématique des accises et de la TVA, parce que en matière de fiscalité, en Europe, il n'y a pas du tout d'harmonisation facile à établir, puisqu'il faut l'unanimité des 27 pays maintenant, depuis le 31 janvier dernier, pour faire modifier les règles de fiscalité en Europe. Et donc, il n'y a pas beaucoup de domaines où il y a eu de significatifs progrès en matière d'harmonisation fiscale. Alors, la TVA intracommunautaire est un élément particulièrement, je veux dire, difficile à respecter. Difficile parce que déjà, les règles de taux sont différents, les taux pratiqués sont différents selon les pays. Et ici, vous voyez un tableau qui illustre toute la grande diversité qui existe en termes
de barème de taux de taxation à l'intérieur des différents pays européens. Donc, chaque pays, évidemment, peut fixer son taux de TVA et il y a plusieurs taux de TVA. Il y a un taux normal, il y a un taux réduit et dans certains cas, il y a même un taux super réduit. Et si vous jetez un petit coup d'œil, rien qu'en regardant le taux normal, ben, le taux peut varier de 17% pour le Luxembourg, qui est pour l'instant le pays qui est le taux le plus bas, à 27% qui est la Hongrie. Donc, ce n'est pas rien comme différence, hein, c'est quand même une différence de 10%. Mais si on jette un peu un coup d'œil sur tous les taux, ben, on va voir que certains pays ont même un taux de 0%. Et entre 0% et 27%, parfois pour le même type de produit, ben, il y a évidemment une grande différence. Donc, il faudra tenir compte de cette diversité de taux de TVA de deux manières. Soit vous pratiquez une politique de tarifs uniques, quels que soient les pays européens où vous vendez. Donc, vous mettez par exemple la robe que vous vendez à 100 €, quels que soient les pays. Qu'est-ce que ça va faire en sorte? Mais évidemment, si vous vendez votre robe, je vais prendre au Luxembourg, ben vous aurez plus de marge bénéficiaire que si vous la vendez au Danemark, puisque sur les 100 € toutes taxes comprises, ben, vous allez récupérer plus hors TVA en vendant votre produit au Luxembourg que au Danemark où le taux est de 25%. Le Danemark, c'est le pays le plus simple au niveau TVA, puisqu'il n'y a pas de taux réduit d'office, tout est taxé à 25%. Mais certains pays taxent à 0%. L'Irlande a copié le Royaume-Uni en la matière. Alors, le Royaume-Uni, on verra ce qui en découlera après en début 2021, mais il y a un taux de 0% pour l'alimentaire, pour les produits de première nécessité, entre guillemets. Donc, le livre, par exemple, n'est pas taxé. Et voilà, c'est une grande différence avec le taux en Belgique de 6% pour le livre, mais qui est encore, jusqu'à une très prochaine, normalement, décision ministérielle, taxé à 21% quand il s'agit d'un livre électronique. Donc, on peut avoir de 0 à 25% si on prend le cas du Danemark comme taux de TVA. Alors, je vais vous épargner la complexité en la matière parce que le tableau précédent était en fait une simplification. Ici, vous voyez un document qui détaille domaine par domaine les différents taux de TVA qui s'appliquent. Jetez un petit coup d'œil sur les produits alimentaires, première ligne, et vous voyez à quel point il y a un grand nombre de taux qui s'appliquent selon les pays. C'est un magnifique document qui fait, je pense, 95 pages que la Commission européenne met sur son site internet pour normalement nous aider à s'y retrouver dans les différents régimes de taxation. Donc la Commission européenne ne fait que compiler ce qui vient des différents États membres. Alors, les taux, c'est une chose, mais après, quel taux il faut pratiquer? Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est de vous aider à y voir clair sur le taux que vous devez pratiquer en fonction des situations que vous rencontrez. Alors ici, c'est un tableau synthétique qu'on va un tout petit peu détailler ensemble, hein, qui résume la situation. Vous vendez à d'autres entreprises, ce qu'on appelle le B2B. Là, finalement, c'est la situation la plus simple, puisque vous avez la possibilité de facturer hors TVA votre produit, puisque l'acheteur entreprise, lui, il va déclarer dans sa déclaration TVA dans son pays le produit comme étant une arrivée intracommunautaire et il va payer la TVA lors de sa déclaration de TVA. En tout cas, il va devoir déduire de la TVA qu'il peut récupérer ce montant-là. Donc, ça va. C'est lui qui va lui-même s'occuper de payer la TVA dans son pays. La seule obligation que vous avez en tant que vendeur, mais elle est très importante, c'est de bien vérifier que le numéro de TVA qui vous est transmis est bien valide. Et pour ce faire, vous avez une petite application en ligne sur le site de la Commission, une application qui s'appelle VIS, V-I-E-S,
que vous devez absolument utiliser pour vérifier si le numéro de TVA qui vous est communiqué par un nouveau client est bien valide. Parce que le risque pour vous, c'est que si ce numéro-là n'est pas valide et que vous ayez un contrôle TVA, ben vous allez devoir payer la TVA sur votre facture hors TVA. Le contrôleur va demander cette application de cela, plus éventuellement encore une amende administrative de 50 €. Donc, vérifiez bien l'identité de votre vendeur et le numéro de TVA. Alors, bon, une fraude assez classique, ce sont des particuliers qui se font passer pour des professionnels dans l'espoir de ne pas payer la TVA sur leur achat. Donc, c'est une fraude malheureusement courante. Donc, protégez-vous contre cela parce que si c'est un faux professionnel ou que c'est un professionnel qui n'est pas sujetti à la TVA, par exemple une structure publique ou une association, ben, vous allez devoir aussi déduire la TVA sur la vente. Voilà. Sinon, globalement, le B2B est la situation la plus confortable quand on est un vendeur en e-commerce. En matière de B2C, il y a deux situations déjà à se poser. Est-ce qu'on vend des services qui sont fournis électroniquement, par exemple l'hébergement d'un site web, par exemple des formations en ligne? Alors dans ce cas-là, on va devoir d'office appliquer la TVA du pays du client et on a l'obligation de s'enregistrer sur une plateforme en ligne qui est gérée par la Commission européenne et qui va vous permettre de déclarer régulièrement les montants que vous avez facturés en fonction des différents pays de destination. Et cette plateforme-là va vous indiquer un montant global à verser et va dispatcher le montant de TVA auprès des différentes autorités fiscales. Donc, c'est un genre de guichet unique, si vous voulez, qui permet de très facilement gérer cela. Très facilement, c'est-à-dire que ça nécessite quand même un petit peu d'administratif de votre côté pour faire le relevé des différentes opérations intracommunautaires qui ont été réalisées et d'établir cette déclaration-là électronique. Voilà. Par contre, si vous ne vendez pas des services fournis électroniquement, la règle générale, c'est normalement de payer la TVA du pays du client. Par contre, si vous faites peu de ventes, vous avez encore la possibilité d'appliquer la TVA du vendeur, donc la TVA belge si vous êtes situé en Belgique. Donc, si vous n'atteignez pas un certain seuil de vente, que je vais préciser dans le slide suivant, vous pouvez vous contenter d'appliquer le plus simplement la TVA belge, comme si c'était une vente faite à un Belge. Par contre, si vous dépassez ce seuil-là, ben là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'appliquer la TVA du pays du client. Mais ça, à la rigueur, c'est le moindre des soucis parce que ce qui est le plus ennuyant, c'est que vous allez devoir vous enregistrer auprès de la TVA du pays en question. Donc, ça veut dire d'obtenir un numéro de TVA en France, par exemple, et de chaque trimestre, rentrer une déclaration aux autorités fiscales françaises pour indiquer le montant des ventes et le montant de la TVA que vous allez devoir verser aux autorités françaises. Alors, ce fameux seuil, jusqu'à encore maintenant, il varie selon les pays. Chaque pays a la liberté d'établir ce seuil d'enregistrement obligatoire dans une fourchette comprise entre 35 000 € et 100 000 €. Alors, la plupart des pays maintenant ont mis le seuil le plus bas pour récupérer le maximum d'argent. Il n'y a que quelques pays un peu sympas ou qui ont un très grand marché où ils savent que ce seuil-là est comme vite atteint. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne où là, le seuil est de 100 000 €. Donc, ce seuil de 100 000 € qu'est-ce qu'il faut le comprendre? Ça veut dire que dès que vous avez atteint 100 000 € de vente vers l'Allemagne, le premier achat supplémentaire qui est fait par un Allemand au-delà de ce seuil de 100 000 €, il devrait être déclaré aux autorités fiscales allemandes et le taux de TVA allemand doit être pratiqué et la TVA doit être versée en Allemagne. Et quand ce seuil-là a été dépassé, ben, toutes les opérations jusqu'à ce qu'une année complète, vous soyez en dessous de ce seuil-là, mais dorénavant, a priori, ça sera toujours la TVA allemande qui s'appliquera, sauf si vous arrivez à montrer que pendant une année complète, vous êtes en dessous de ce seuil-là. Donc, c'est un seuil par date, par année civile. Dès que vous avez dépassé ce seuil,
ben, c'est valable a priori pour les années suivantes. Hein. Donc, on ne peut pas pratiquer ça l'année suivante en disant, tant que je n'ai pas encore 100 000 euros de chiffre d'affaires, je peux recontinuer à vendre avec le taux de TVA belge. Non. La plupart des pays ont par contre mis un seuil de 35 000 euros. En France, maintenant, c'est 35 000 euros. Donc, dès que vous vendez pour plus de 35 000 euros en France, vous êtes obligé de vous enregistrer en France à un service spécial qui est à Nanterre qui gère les numéros de TVA pour les e-commerçants. Vous recevrez donc ce numéro de TVA que vous devrez mettre sur les factures et vous allez introduire vos déclarations de TVA, évidemment en Belgique pour les opérations belges et aussi en France pour les opérations françaises. Voilà. Donc, il y a l'obligation d'appliquer la TVA du pays destinataire dès que vous avez dépassé ce fameux seuil. Mais vous avez aussi l'obligation d'appliquer la TVA du pays destinataire si vous vendez des produits qui sont soumis à accise. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être ce qui contient de l'alcool. Donc, la bière, le vin, les parfums. Non, certains produits de ce style-là sont soumis aux accises. Et là, malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'appliquer la TVA nationale dans ce cas-là. C'est d'office, dès la première vente, l'application, la déclaration qui doit être faite au pays de l'acheteur. Donc, pour les accises et pour la TVA du produit. Hein. C'est les deux qui vont s'appliquer de cette manière-là. Voilà. Donc, vous avez vraiment l'obligation d'avoir un site web qui gère correctement les différents taux de TVA. Et il y a toutes les plateformes d'e-commerce ne sont pas en général conformes à cela. Évidemment, les plateformes qui viennent, qui ont été conçues pour des marchés nationaux comme aux États-Unis, ben, ne se retrouvent avec d'autres systèmes. Aux États-Unis, il y a aussi des taxes par État, mais ce n'est pas des TVA, ce n'est pas un système de récupération de taxes. Hein. C'est un système beaucoup plus, entre guillemets, simple techniquement à gérer que la TVA. Et une fois que vous avez l'obligation d'appliquer la TVA du pays destinataire, vous allez donc faire les déclarations périodiques dans ces pays-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Ben, c'est d'anticiper le dépassement de ce seuil national parce que dans la réalité, ça prend pas mal de temps pour obtenir les documents et pour les remplir, pour les faire enregistrer dans les autorités fiscales. Hein. Je vais prendre l'exemple de l'Espagne où ils demandent même le passage devant le notaire pour certifier votre signature et que vous êtes bien le gérant de la société pour remplir le document. Donc, c'est parfois nécessaire de bien anticiper cela. On va se retrouver avec des difficultés avec l'administration fiscale locale dès le départ. Hein. Donc, une bonne manière en général parce qu'il faut voir ça du côté client. Le client, lui, comprend pas trop hein, ces systèmes de TVA différents. Donc, si vous faites un tarif qui varie selon les pays, sauf si vos concurrents ont cette même logique et que le client le comprend, mais la plupart du temps, je vous recommande plutôt de pratiquer une politique de prix unique. Alors, malheureusement, vous ferez moins de bénéfices sur une vente vers un pays scandinave que si vous le vendez au Luxembourg. Bon, quand même, côté positif, on se plaint souvent de la fiscalité en Belgique. La fiscalité au niveau TVA n'est pas du tout excessive par rapport à d'autres pays européens. On est vraiment même presque en dessous de la moyenne nationale, hein, donc la moyenne européenne, pardon. Donc, tenez bien compte aussi des taux de TVA réduits qui sont valables dans certains pays et pas dans d'autres. Et tenez compte aussi des systèmes de taxes indirectes qui existent, les éco-taxes, les taxes sur les boissons. Il y a beaucoup de systèmes de tarification qui varient selon les pays si vous vendez des produits liquides. Hein. Voilà. Donc, voilà le lien, mais je vois que Victoria l'a aussi communiqué hein, vers la plateforme VIS. Hein. Donc, qui est nécessaire si vous faites du B2B. Et il est important d'avoir une preuve aussi de sortie du produit, donc d'avoir un document de livraison qui montre bien qui peut prouver, au cas où il y aurait une contestation, vers quel pays a été expédié le produit. Parce que, vous le savez, les fraudes à la TVA sont assez courantes et on peut avoir un soupçon qu'il y ait
un carrousel de TVA ou un carrousel au sein de livraison et que le vrai pays de destination du produit ne soit pas déclaré. Alors, la bonne nouvelle, c'est normalement en 2021 une simplification administrative qui va être mise en œuvre et le fameux guichet unique qui pour l'instant ne fonctionne que pour les services est censé être généralisé pour l'ensemble des produits vendus en ligne. Et donc, plus besoin, normalement, à partir du 1er janvier 2021, de s'enregistrer dans les différentes administrations fiscales des pays vers lesquels vous vendez. Par contre, on sera obligé, à partir de 100 000 € de vente à l'étranger, d'appliquer cette nouvelle réglementation. Alors, je dis pourquoi je suis un peu nuancé, c'est parce que je crains que la situation actuelle retarde le projet de guichet unique, qui est un certain défi administratif et un défi informatique. Et de ce que j'ai eu comme écho il y a 3 semaines, bon, le système ne semble pas du tout être possible d'être testé à temps. Donc, il est possible qu'il y ait un report de cette échéance-là. Je ne sais pour l'instant pas vous en dire plus, on verra comment ça va se passer. Voilà, alors pour conclure, on a parlé des défis, on a parlé des opportunités. Hein, n'ayez pas à la conclusion de ce webinaire une idée que l'e-commerce, c'est que des problèmes. Non, mais évidemment, s'il n'y avait pas de problème, tout le monde ferait ça en masse et il n'y aurait finalement pas trop d'opportunités à se lancer dans l'e-commerce à l'international. Donc, évidemment, quand il y a du business intéressant à prendre, il y a toujours quelques petites difficultés à relever. Donc, c'était le but du webinaire, c'est de vous montrer, de vous aider à éviter de commettre des erreurs au niveau marketing, au niveau des paiements, au niveau de la logistique, au niveau réglementaire, de manière à pouvoir développer votre activité. Donc, il y a 3 grands points d'attention. Au niveau des paiements, veillez bien à fournir au consommateur les moyens de paiement auxquels il est habitué dans son pays à utiliser et auxquels il a confiance. Donc, ne lui imposez pas des moyens de paiement qui ne sont pas dans ces habitudes-là. Et dites-vous que plus vous vendez à l'international, surtout hors Europe, plus le risque de fraude augmente. Et donc, il faut avoir un peu de vigilance, évidemment, pour détecter les tentatives de fraude en ligne. Les tentatives de fraude, elles sont évidemment plus nombreuses qu'en magasin. Mais si on est un peu attentif, on peut faire échouer un très grand nombre de tentatives. Et la plupart des e-commerçants que l'on côtoie, que l'on accompagne, arrivent à avoir un taux de fraude qui est même inférieur à un magasin physique. Dans un magasin physique, dans une grande surface, par exemple, la moitié des vols sont commis par le personnel. Hein. Et ce qu'on appelle la différence d'inventaire, elle est parfois de l'ordre du pourcent dans certains domaines en magasin physique, et on peut avoir un pourcentage moindre en ligne. Donc, pensez que le consommateur est très exigeant au niveau des délais de livraison. Donc, soyez bien organisé. Ou alors, dites-vous que si vous développez votre activité internationale, c'est peut-être mieux de vendre sur une marketplace, donc une place de marché comme Cdiscount, comme Amazon, comme Rakuten, qui propose donc d'être l'intermédiaire entre vous, vendeurs, et les acheteurs. Et alors, vous avez compris un petit défi à relever pour bien appliquer la TVA intracommunautaire. Ce n'est pas qu'une question de taux de TVA, c'est une question aussi de démarche administrative à respecter dans ces conditions-là. Voilà, alors quelques ressources utiles. Il y a un petit dossier que vous pouvez consulter, comme je vous l'avais dit, et qui se retrouve d'ailleurs aussi en version web avec le lien que vous trouvez ici. Un petit mot aussi sur des aides publiques qui existent. Hein, donc, Hub Bruxelles pourra vous en dire plus en la matière, et je pense aussi les services économiques de la région bruxelloise. Il y a ce qu'on appelle la prime web, qui est une prime de 40 à 60% du montant des frais de consultance que vous pourriez avoir pour développer votre activité en ligne.
Donc, c'est une aide qui peut monter jusqu'à 5 000 € et donc qui couvre, selon votre situation, de 40 à 60% de toutes vos dépenses en conseil en la matière. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce petit levier économique pour développer votre activité en ligne. Le système existait déjà depuis l'année dernière et il est évidemment toujours en vigueur. Et un dernier petit mot, donc je vous ai dit, notre cabinet conseil qui s'appelle Retis est à disposition d'entrepreneurs qui ont un projet un peu complexe à mettre en œuvre et qui veulent avoir un regard extérieur ou du conseil sur l'un ou l'autre domaine dans le développement de l'activité. Voilà, j'en ai terminé et c'est évidemment un peu frustrant de parler que de façon monologue, mais maintenant ce que j'ai envie, c'est de pouvoir répondre à vos questions et de susciter un peu d'interactivité. Alors, je pense qu'il y a quelques questions qui ont déjà été posées par le chat, et puis peut-être qu'après les questions de chat, pour ceux qui ont le temps et l'envie, ben, je suis prêt à répondre en live directement à des questions particulières. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Jacob. Est-ce que vous m'entendez en double? Non, parfait, pour moi en tout cas. Ah, ok. Donc, il y a effectivement quelques questions déjà, notamment sur la TVA, qui en effet est une thématique assez compliquée à comprendre. Donc, vous avez parlé de la TVA pour les B2B et les B2C, mais pas pour le marketplace C2C. Est-ce qu'il y a un régime particulier, quelque chose à rajouter sur ça? En marketplace, en C2C, c'est ça? Oui, comment fonctionne la TVA pour le marketplace? Mais en fait, C2C. la TVA pour les marketplaces, il n'y a pas de TVA spécifique, il n'y a pas de système différent pour les marketplaces. Parce que la TVA, c'est le vendeur qui doit la percevoir. La marketplace, elle va percevoir une TVA sur la commission, mais ça sera une facture B2B entre par exemple, Cdiscount et le vendeur. Par contre, rien. Il n'y a pas, c'est pas Cdiscount qui va facturer la TVA à un acheteur sur sa marketplace. Pour le vendeur qui lui-même doit établir la facture, peut-être via le système de facturation de la marketplace, mais la TVA, ça sera la responsabilité du vendeur. Ok, merci beaucoup. Après, il y avait encore une question. Il n'y a pas de TVA, évidemment. Quand c'est vraiment, quand c'est un objet que vous avez acheté un vélo, vous le revendez en occasion, là, il n'y a pas de TVA qui va s'appliquer. Une autre question, c'était est-ce qu'on peut vérifier la TVA automatiquement sur les sites e-commerce ou on doit vérifier par après? Elle parle de l'exemple de WooCommerce quand on utilise WooCommerce. Oui, alors il y a des plugins qu'on peut rajouter sur certaines plateformes qui permettent de vérifier le numéro de TVA intracommunautaire. Oui. C'est en général des plugins payants et attention que souvent le système techniquement évolue et donc c'est pas parce que le plugin fonctionne maintenant qu'il fonctionnera encore dans quelques mois. Donc moi j'ai eu ce genre de surprise évidemment d'utiliser un plugin qui a fonctionné un moment puis il suffit qu'il y ait un paramètre qui est changé pour que le système ne fonctionne pas. Et d'un point de vue comptable, vous avez intérêt à imprimer ou en tout cas à sauvegarder dans un PDF le test. Donc, il faut pouvoir prouver, si vous avez un contrôleur un peu zélé, que vous avez fait le test à tel heure, au moment, enfin, plus ou moins au moment où la commande ça a été faite et pas 6 mois après. Donc, c'est important de garder une trace, ne fût-ce qu'un PDF, de montrer, voilà. Le système d'ailleurs le permet en ligne d'imprimer comme quoi on a fait le test à telle heure, tel jour. Parfait. Encore une question. Même nous, en tant que cabinet conseil, avec une société anglaise qui était même cotée en bourse, et donc on n'a pas du tout imaginé qu'elle ne pouvait pas avoir un numéro de TVA, mais en fait, elle était dans un domaine tout à fait spécifique où la réglementation au Royaume-Uni, malgré qu'elle a un chiffre d'affaires
plus d'1 milliard, elle n'était pas obligée d'être assujettie à la TVA. Et donc, on avait commis une erreur au niveau de l'envoi d'une facture en mettant un montant hors TVA alors qu'elle n'était pas assujettie au Royaume-Uni. Donc, on va faire attention à ça. Ouais. Encore une question sur la TVA. Oui. Pardon? C'est toujours une question aussi de malchance d'avoir un contrôle et que on tombe sur cette facture-là. Bon, parfois, les contrôles sont purement aléatoires et on va prendre une facture et on tombe là-dessus et on peut avoir un souci si on ne sait pas justifier. Ou parfois, on peut aussi se… Bon, j'ai été assez surpris de voir que dans le domaine de la TVA intracommunautaire, pour l'e-commerce, malheureusement, peu de comptables sont bien au fait de cette situation, de ces particularités-là. Mais ce qu'on peut voir aussi positif, c'est qu'il y a aussi pas mal de contrôleurs qui sont peu au fait de la réglementation et donc on peut espérer que même si on a commis une erreur, on n'ait pas de problème. Bon, espérons ne pas commettre des erreurs avec vos explications. Déjà ça. Donc encore une dernière sur la TVA. Doit-on enregistrer la TVA de chaque pays où donc de chaque pays où on livre dès qu'on dépasse les seuils belges, ou est-ce que le seuil du pays de livraison, ou est-ce le seuil du pays de livraison qu'il faut respecter? Je ne sais pas si j'ai été claire. Ouais, donc c'est en fonction du pays de livraison, hein, donc dès qu'on dépasse pour 35 000 € de vente vers la France, qu'on va devoir appliquer la TVA et faire les formalités en France. Oui. Que les produits, enfin quand ça a été vendu en ligne, hein, on parle bien ici de la particularité d'une vente à distance. Hein. Ok, parfait. Et puis, on a parlé beaucoup voilà, des règles intracommunautaires. Est-ce que, je suppose que les règles changent quand on sort de l'Union européenne. Est-ce que vous avez quelques exemples ou quelques informations à donner pour des pays hors Europe? Oui, tout à fait. Ça, c'est effectivement un aspect que je n'ai pas abordé. Donc, hors Europe, le principe de base, c'est que vous allez pouvoir envoyer une facture hors TVA et l'acheteur, ben, il est supposé faire les démarches de déclaration quand le produit va être importé. Donc, il va payer l'éventuel TVA qui existe dans son pays et les éventuels, enfin, souvent les taxes de douane, les taxes d'importation qui s'y appliquent. Mais le client va souvent très mal apprécier ce genre d'approche. Et donc, ce qu'il attend la plupart du temps d'un commerçant en ligne, c'est qu'on lui a indiqué tout cela compris et que le vendeur fasse à l'avance les formalités. En fait, c'est pas le vendeur fera une partie des formalités, mais il va surtout demander à la société de transport d'assurer les formalités. Donc, imaginons qu'on vende vers la Suisse. Pour la Suisse, je vous recommande vraiment de faire appel à un service d'un prestataire de logistique qui va assurer la déclaration douane et TVA en Suisse. Vous allez intégrer cela dans le prix de l'expédition à un Suisse de manière à pouvoir lui garantir le montant qu'il paye, c'est le montant net, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Parce que la mauvaise surprise, elle peut être assez importante, surtout si les formalités n'ont pas été faites à l'avance, parce qu'il y a souvent un montant administratif de dédouanement qui est conséquent. Hein. Ça, en Suisse, c'est souvent 20 ou 30 francs suisses qui sont perçus juste de formalités administratives. La TVA, elle est basse en Suisse, hein, c'est 8%, hein, mais vous avez donc tout intérêt à ce que les autres frais soient intégrés dans le coût de transport pour éviter cela. Quand vous vendez dans d'autres pays, donc beaucoup de pays ont un système de TVA, mais d'autres ont un système simplement de taxes d'importation. Donc ça va être le cas pour pas mal de pays en Amérique du Nord, où il y a une taxe nationale et parfois une taxe de l'État en fonction du type de produit. Donc, soit vous organisez à l'avance et vous annoncez au client que c'est intégré, soit vous lui dites ah ben non, c'est pas cela. Si par hasard il y a un Américain qui commande sur votre site et que vous n'avez rien fait pour attirer un Américain, que vous n'avez fait aucune publicité vers les États-Unis, que vous n'avez pas traduit votre site en anglais, que vous n'avez pas mis les moyens
américain et qu'il tombe sur votre site et qu'il passe commande, dans ce cas-là, il est censé savoir que il aura des formalités à faire lui-même au niveau de l'importation. Par contre, si vous avez vous-même fait des démarches actives vers les États-Unis, là, vous allez devoir proposer normalement un prix tout compris. Les États-Unis, peut-être pas le bon exemple, mais pour le Canada, si vous mettez, si vous indiquez vos fiches produits et vous mettez le tarif en dollars canadiens et que vous proposez un service de logistique vers le Canada, vous êtes supposé indiquer des prix complets pour le Canadien. Très clair, merci. Une dernière question par rapport maintenant aux différentes devises. Donc, est-ce que c'est utile de proposer plusieurs devises sur son e-shop afin d'augmenter ses ventes? Alors, ça dépend, ça dépend vers quel pays. Le consommateur étant en général habitué à avoir les prix dans la monnaie, dans la devise de son pays, d'un point de vue commercial, c'est souvent positif, évidemment, d'indiquer les prix en la matière. L'inconvénient pour vous, vendeurs, c'est le risque de change qui va s'appliquer, puisque si une personne commande un produit à 100 dollars canadiens, évidemment, ça sera ce montant-là qui sera déduit de la carte de crédit. Et si, entre-temps, le taux de change vous est défavorable, vous allez évidemment perdre votre marge ou au contraire en augmenter. C'est un choix plus commercial qu'administratif. Là. Je pense que c'est préférable, si vous voulez viser un pays, de l'indiquer dans sa devise. Alors peut-être la seule exception, c'est peut-être la Suisse, où les Suisses sont très, très habitués à jongler avec l'euro parce qu'ils sont entourés de cette devise-là. Mais dans d'autres pays, vous avez intérêt à proposer la devise locale. Je crois même le Danemark, ça reste utile, et je pense qu'au Royaume-Uni, ça sera plus que recommandé psychologiquement de bien mettre la livre maintenant. Mon son a été coupé. Voilà, je regarde juste s'il y a encore d'autres questions. On a quelques questions sur la logistique. Oui. Et là, il disait, est-ce que vous avez des conseils sur la recherche d'un transporteur adapté à notre activité? Je suppose que pour ça, il faut regarder, se renseigner. Il faut vraiment regarder ce que vous avez comme besoin, quel type de produit vous avez à expédier, quelle est l'exigence aussi des consommateurs par rapport à votre produit. Tout est à prendre en considération. On fait cela pour certains e-commerçants, pour certains qui ont une situation particulière, ça nécessite un certain travail de rechercher les prestataires, mais surtout de les tester et de ne pas faut éviter de regarder que le prix parce que c'est parfois des petits détails qui font la différence. En quelqu'un qui voulait livrer de la bière, bon, il a eu bien difficile à trouver finalement un prestataire fiable, et il a pris le plus cher, mais les autres lui engendraient tellement de pertes et de dégâts qu'il avait tout intérêt à prendre un bon prestataire logistique et un bon emballage aussi. Donc, tenez compte de tous les paramètres, du poids, tenez compte aussi des destinations. Alors, il y a un petit piège aussi. Beaucoup vendent en France, évidemment, quand on est belge francophone. Et on a tendance à dire, voilà, pour la France, c'est 10 € la livraison. Très bien, mais la France, c'est un pays avec des territoires d'outre-mer. C'est un territoire avec une grande île qui s'appelle la Corse. Et vous n'avez pas du tout, en général, les mêmes délais de livraison et aussi les mêmes prix de livraison. Et donc, si vous avez raconté que c'est 10 € la livraison vers la France, quelqu'un qui est aux Antilles, en Martinique, veut son produit pour le montant indiqué. Et légalement, il y a droit.
Moi, je connais un e-commerçant qui a eu quelques mauvaises blagues parce qu'il avait osé répondre à un Corse que, désolé, mais les 10 euros, c'était que pour les Français. Et le Corse, là, il a réagi sèchement. Un Corse, vous savez, quand ça l'arrange, il va bien dire qu'il est français. Et donc là, il a clairement dit, ah non, 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 vous devez me livrer euh, pour 10 euros, pas question d'un supplément parce que je suis situé en Corse. Donc, il y a la France, mais il y a d'autres pays, même l'Allemagne a des îles qui ne sont pas faciles à desservir, sur lesquelles vous allez avoir des suppléments quand vous allez desservir ce genre de territoire. Au Royaume-Uni, il y a énormément de territoires d'outre-mer, donc pensez à ce genre de situation qui, parfois, sont des opportunités. Je connais 2 e-commerçants qui cartonnent bien en vendant en Guadeloupe. À Guadeloupe, c'est quasiment autant de consommateurs qu'en Wallonie. Donc, c'est un territoire intéressant où les gens n'ont pas tous les produits qu'ils souhaitent localement et donc ils achètent très facilement en ligne et ça peut être une opportunité. Ok. On va clôturer parce qu'on y est déjà à 15h15 passé. J'ai juste 2 dernières questions. Donc, une, c'est quid des litiges vente en ligne? Le droit belge s'applique. Vous avez déjà en parlé pendant le dernier séminaire. Mais voilà, si vous voulez toucher un mot très vite. Voilà. Donc, en fait, le consommateur a toujours le droit de solliciter le juge de paix de son arrondissement. Donc, vous ne pourrez pas empêcher un Français qui vit à Marseille de faire appel à son juge de paix si vous avez un litige avec lui. Donc, toute clause que vous mettez dans votre condition générale de vente en disant que c'est uniquement en Belgique, le juge à Marseille a tout à fait le droit il appliquera d'office là, il va dire cette clause-là n'est pas valide. Et donc, vous serez, le litige sera analysé à Marseille, par exemple. Et au niveau de la réglementation, il y a des réglementations que j'ai dit harmonisées, puis celles qui sont pas harmonisées, là, on va voir si vous avez vraiment orienté votre offre vers le pays en question. Là, vous êtes censé leur appliquer les lois du pays en question. Donc, si vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, orienté en appliquant les écotaxes allemandes, vous avez tout communiqué en allemand, que vous acceptez la domiciliation bancaire allemande, que vous avez proposé une tarification de livraison vers l'Allemagne, il y a un Allemand qui commande, vous êtes censé respecter les lois en vigueur en Allemagne et les taxes qui sont en vigueur en Allemagne, comme les fameuses écotaxes. Ok. Donc, par contre, s'il y a par hasard quelqu'un qui tombe sur votre site et qui passe commande, là, il ne pourra pas faire valoir les lois de son pays si vous n'avez rien fait de spécifique pour viser ce pays. Okay. Et juste la dernière question, et on s'arrête. Quels frais bancaires doit-on prévoir selon les moyens des paiements? Plus ou moins une approximation, je me dis. Je n'ai pas bien compris. Quels frais bancaires on doit prévoir selon les moyens de paiement? Oui, c'est difficile d'être synthétique parce que il y a différents types de prestataires de paiement et différents rôles que ces prestataires-là vont jouer. Il y a ce qu'on appelle le rôle d'acquéreur et le rôle de prestataire de PSP, qui est un prestataire technique. Chacun va percevoir des commissions et puis il y a des sociétés qui font un peu tout en un. Il y a une société qui est assez médiatisée qui s'appelle Stripe, qui propose l'ensemble des services en un. Il y a aussi Molise, il y a MultiSafePay, il y a Ogo, Ngenico, il y en a beaucoup de prestataires. Dites-vous que la plupart du temps, il y a un montant par opération plus un pourcentage sur les ventes et ça varie en fonction des modes de paiement utilisés. L'ordre de grandeur, c'est entre 1 et 2% de commission sur les paiements en ligne. Donc, les commissions sont plus élevées qu'en commerce physique. Le risque est plus important, la technologie est plus complexe et donc le vendeur va devoir déduire de sa marge ses commissions de prestataire de paiement. Ok. Pour comparer les besoins,
si vous vendez des produits, des services, il y a des situations évidemment tout à fait différentes. Il faut faire un petit peu. N'hésitez pas à faire votre marché, hein. Dans ce domaine-là, dans le domaine de la logistique aussi, il y a énormément de solutions. Et comparer, c'est la meilleure manière d'éviter de se faire piéger. N'allez pas voir le premier venu, mais jetez un petit coup d'œil, demandez justement pourquoi l'un propose ça et pas l'autre. C'est une bonne manière de repérer si vous n'avez pas oublié de poser des questions importantes à votre prestataire envisagé. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Jacob. Merci à tous pour votre participation. Et voilà, avec ce webinaire, on clôture la semaine e-commerce. On vous tiendra au courant des prochaines thématiques qu'on fera en webinaire. Merci à tous et bel après-midi. Ça fait un plaisir. Au revoir à tous et à toutes. Également, au revoir.